Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. On reçoit Aymeric Guégan. Salut Aymeric. Bonjour Julie. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va. J'ai pas le rhume. Alors toi, est-ce que tu peux te présenter un peu à notre audience? Je suis Aymeric Guégan, j'ai 43 ans. Donc, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Colas Rail, qui est leader mondial de la construction et de la maintenance d'infrastructures ferroviaires. C'est un groupe qui regroupe à peu près 6000 collaborateurs à travers 24 pays. Voilà. Ok, wow, parfait. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler beaucoup de toi, ok, et du sujet qui est le management par l'enthousiasme, parce que tu es l'incarnation de l'enthousiasme et tu vas nous expliquer en fait ce que ça peut faire de manager par l'enthousiasme. D'abord, pour toi, ce serait quoi? Comment tu définirais l'enthousiasme en fait d'une personne? Alors, pour moi, en fait, j'ai eu l'occasion, voilà, dans mon parcours professionnel, de faire plusieurs métiers. Mhm. Par rapport à ce qu'on appelle le management par l'enthousiasme, je me suis aperçu qu'effectivement, manager des équipes avec un esprit très positif, aller toujours de l'avant et ne pas forcément aller exploser à la figure de nos collaboratrices et de nos collaborateurs des situations qui pourraient apparaître pour certains comme tendues, profiter aux organisations que j'ai été amené à diriger. Pour moi, c'est insuffler de la pensée positive, beaucoup d'énergie dans des équipes pour qu'elles soient rassurées et qu'elles puissent aller sans arrêt de l'avant, innover, car j'espère pouvoir leur transmettre la confiance que j'ai en eux pour qu'ils opèrent les transformations que je souhaite à l'intérieur des services que je dirige. Mais c'est fou parce que je t'entends parler et j'entends humilité en termes de management, de manager. J'entends création de confiance dans ton équipe et j'entends vulnérabilité. C'est pas tellement des notions, maintenant de plus en plus, oui, on apprend ça aux gestionnaires, mais c'est pas des notions qui étaient courantes dans le temps. C'est un nouveau vent, ça. De, Alors, moi, je pense que je pars avec un déficit qui est l'hypersensibilité. Et du coup, effectivement, ce que j'aurais aimé qu'on opère pour moi, je tente de l'opérer pour les collaboratrices et les collaborateurs des équipes que je dirige. Et je m'aperçois que je ne suis pas seul. Par exemple, au sein de l'entreprise Colas Rail, j'ai beaucoup de résonance. On voit bien que de plus en plus, les managers de Colas Rail essayent d'instaurer ce qu'on appelle la Colas Rail Family, où on essaye de gérer au sein des équipes de Colas Rail, voilà, de la bonne humeur, une bonne entente, de la bienveillance, parce que nous sommes certains que nos collaboratrices et nos collaborateurs ont besoin de ça pour opérer sur les différents chantiers à travers le monde ou dans les services fonctionnels. Il y a vraiment un dénominateur commun. Les émotions en ce moment, en plus suite au Covid, sont exacerbées et là, les gens ont besoin de voir des managers remplis de valeurs pour pouvoir faire avancer la société dans le sens que la société avec un grand S l'entend, donc de manière durable notamment. Mais alors, à ce moment-là, quelqu'un te dirait, comment à ce moment-là tu gères les non-performances et comment tu gères les situations critiques où il faut être un peu plus sévère avec ses collaborateurs, pardon. Comment Donc, tu gères à ce moment-là? Pour ce qui concerne mes équipes que j'ai sous ma houlette en tant que manager, T'en as euh, combien? alors c'est difficile à dire parce que il y a aussi bien des indépendants que des gens qui sont en salariés. En fait, je gère à peu près une centaine de personnes OK. sur les divisions que j'ai, sachant que sur cette centaine de personnes, il y a aussi des gens qui sont des indépendants mais qui travaillent pour moi puisque je dirige 3 activités chez Colas Rail, une OK. activité
activité qui est la responsabilité sociétale des entreprises, une activité qui est la sécurité ferroviaire et une activité aussi d'organisme de formation où Colas travaille pour à peu près 70 entreprises du BTP à travers le monde, dont tous nos grands concurrents. Donc c'est assez spécial. On est conseil et centre de formation, également des sociétés qui sont Ok. nos concurrents. Donc pour les erreurs, on en fait tous les jours. Moi, comme mes équipes, nous en faisons naturellement, puisque si on y, enfin, sans arrêt, on essaye d'innover. Donc forcément, on va être amené certainement à faire des erreurs chaque jour à l'échelle d'une centaine de personnes. Donc en général, on essaye voilà, d'éviter le plus possible la récurrence de ces erreurs. On établit des scénarios pour effectivement diminuer cette fréquence. Et quand elles arrivent, effectivement, moi, je suis plutôt du genre à taper sur l'épaule en disant, bon, là, on a repéré, voilà que tu as fait une petite bourde, comment on va faire pour ne pas qu'elle se réitère et après, si on voit que ces petites bourdes se réitèrent dans le temps, à ce moment-là, on a tendance à proposer à nos collaboratrices et nos collaborateurs d'autres opportunités de carrière au sein de notre entreprise, puisqu'elle est très, très grande. Et on s'aperçoit qu'une personne n'est pas forcément à la bonne place dans un service, mais on peut tirer effectivement toutes ces énergies positives dans un autre service si on reconfigure son poste de travail. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai été amené dans 20 ans de chez Colas à me séparer d'un collaborateur. Je crois pas. J'ai eu quelques démissions, mais de manière assez rare dans mes équipes. Mais voilà, on a plutôt tendance à accompagner une diversification de missions si on s'aperçoit que quelqu'un n'est pas très épanoui dans son poste, puisque nous, les managers, on a aussi comme rôle de faire en sorte que chaque jour, les gens viennent avec le sourire. C'est évidemment complexe en fonction des natures des personnes. Il y a des gens qui naissent avec le sourire quasiment perpétuel et d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés parce que les émotions sont très différentes. Donc voilà, on essaye d'assurer cet équilibre-là avec les managers que j'ai en N-1 pour que les gens soient le plus épanouis. C'est un sacré challenge, hein. C'est tous les jours un combat, comme on dit, mais c'est hyper plaisant. Mais alors, à ce moment-là, ce que je comprends, en fait, c'est que c'est pas juste toi, parce que tu parlais tout à l'heure de la Colas Family, c'est vraiment une culture d'entreprise que vous avez chez Colas de créer cet environnement de bien-être pour les employés. Alors oui, tout à fait. Colas est une filiale aussi qui fait partie d'un plus grand groupe qui s'appelle le groupe Bouygues. Donc que ça soit chez Bouygues ou chez Colas, on essaye effectivement de bien encadrer nos salariés et que finalement le succès qu'on opère avec eux se transforme aussi dans leur vie familiale. Et on est plutôt tendance à essayer justement de coopter des gens de la famille de chez Colas pour qu'ils nous rejoignent. Les amis, il y a tout un process où, comme on aime être entre nous, on pense légitime d'aller enthousiasmer les gens de l'entourage des salariés de Colas de nous rejoindre parce que on a des valeurs humaines et on souhaite qu'elles se partagent. Après, je ne rêve pas. On ne pourra pas dire qu'à l'échelle monde, dans toutes les agences Colas ou Bouygues dans le monde, chaque personne est totalement exemplaire sur chacun des axes du management. C'est tellement complexe que on ne peut pas mentir à ton audience. C'est pas vrai. Mais par contre, les gens des COBEX s'engagent à justement maîtriser des agissements qui ne seraient pas conformes avec notre feuille de route d'excellence managériale pour que, à l'échelle monde, on soit un groupe reconnu dans ce qu'on appelle le progrès humain. Wow. C'est tellement rafraîchissant d'entendre ça, parce que, tu sais, dans les faits, la plupart des grandes entreprises vont te dire qu'elles ont cette capacité ou cet état d'esprit, mais je veux dire, toi, tu montres clairement que à l'interne, vous le pratiquez. C'est pas toutes les entreprises qui passent de la parole aux actes, en fait, on va dire ça comme ça. Alors, être un manager par l'enthousiasme, est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce que ça se crée de l'enthousiasme chez une personne? Comment on le fait? Je veux dire, si moi, je l'ai pas par définition, donc je commence à être un manager, puis c'est pas quelque chose que je connais. Est-ce qu'on peut devenir? Est-ce qu'on peut apprendre à manager par l'enthousiasme? Alors, il y a forcément une part des managers où c'est inné.
Probablement parce que leurs parents leur ont toujours fait confiance, leur ont donné effectivement cette envie de faire progresser, du sourire au quotidien, et du coup ils orientent leur management sur une enfance qui a peut-être été dans un côté positif, et du coup transpire dans leur acte managérial ce côté positif de par leur éducation. Après, il y a également des choses qui accompagnent les managers pour leur donner des clés de leadership. On voit énormément aujourd'hui de consultants, coachs, qui travaillent avec des managers sur ces thématiques-là, et il y a beaucoup de réussites. Il y a aussi des échecs, puisque parfois, malheureusement, si la personne est éternellement déprimée, c'est très dur d'aller enthousiasmer ses équipes si tous les matins on vient forcément avec le moral dans les chaussettes. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a des accompagnements de différents styles de coaching, que ce soit par des biais de l'hypnose, par du biais de coaching pensée positif, redonner du sens à son travail, qui permettent effectivement d'améliorer ce potentiel, ce leadership que pourrait avoir un manager. Nous, chez Colasrail, on a un programme très intense en ce moment sur notamment la qualité de vie au travail, dirigé par le service des ressources humaines de Colasrail, qui donne chaque mois une sorte de boîte à outils à nos managers pour aller exercer ce qu'on appelle la communication non violente, pour accompagner nos collaboratrices et nos collaborateurs vers le succès, sur également regarder quelles sont les causes d'un absentéisme pour améliorer l'absentéisme au sein de l'entreprise, pour essayer d'arriver à avoir de l'équilibre vie professionnelle, vie privée améliorée, changer de fonction en fonction de l'âge des collaborateurs et des collaboratrices, puisque parfois, lorsqu'on doit accompagner la parentalité, on s'aperçoit qu'on doit réallouer des nouvelles fonctions à nos collaboratrices et nos collaborateurs, puisque avoir dans certaines régions de la France 2 enfants en bas âge ou 3 enfants sans aucune famille pour nous aider, ça nécessite dans nos emplois du temps qu'on ait une certaine adaptation chez Colasrail pour ses collaboratrices et ses collaborateurs, parce que sinon on va dans le mur si ils travaillent forcément de nuit, alors que ces nuits-là, l'épouse ou l'époux a besoin d'eux au domicile, ça peut être incompatible avec une vie de couple, avec une vie de famille. Donc, on travaille beaucoup avec notre service des ressources humaines sur ces sujets pour assurer l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et cet enthousiasme au travail. C'est pas facile, hein, c'est tous les jours beaucoup d'efforts, beaucoup de transparence, mais je pense, quand on regarde effectivement les statistiques que nous avons sur les ressources humaines, qu'on progresse petit à petit, malgré un contexte qui est que le groupe Colasrail travaille principalement de nuit et de week-end, puisque les créations, maintenance des infrastructures ferroviaires, on compte sur nous souvent sur des opérations de nuit et de week-end, puisque c'est là où les usagers de nos transports sont les moins présents dans les transports. Donc c'est là où on nous donne les interfaces travaux et les interruptions des lignes pour qu'on puisse aller les renouveler, reconstruire, etc. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais par contre, j'ai la chance d'être dans un groupe qui travaille tous les jours sur ce sujet. Alors, c'est quoi l'impact sur l'engagement des collaborateurs? Alors, nous, il y a plein d'engagements différents et variés. Il y a l'engagement pour notre entreprise, c'est-à-dire déjà être toujours là au début du chantier, faire le chantier dans sa durée, avec le sourire, avec une immense qualité, pour pouvoir délivrer dans les temps impartis à nos clients l'ouvrage qu'ils attendent. Plutôt chaque matin, puisque on va travailler de nuit. Donc ça, c'est de l'engagement, de bienveillance envers les collaborateurs, vraiment des engagements forts, d'être présent, d'être engagé et faire un service de qualité pour que les clients soient satisfaits des collaborateurs. Après, on a développé beaucoup aussi chez Colasrail un engagement qui est plus sociétal avec un grand S, donc qui n'est pas concentré sur notre nombril. Et c'est de là que j'ai été repéré par toi, par d'autres journalistes sur ces volets-là, où on se dit, ben voilà, nous, on est arrivé à un stade où on considère qu'on est une société de mobilité durable, responsable, qu'on a des grandes valeurs qui sont le respect, le partage, l'audace, et il faut qu'on arrive à insuffler en dehors de notre propre structure de telles valeurs pour que
que la société avec un grand S dans son ensemble soit solidaire, soit fraternelle. Et donc, on encourage toutes les semaines des gens de chez Colas Rail à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur des opérations humanitaires, à nous suivre dans des maraudes, à nous suivre dans des opérations que nous allons délivrer pour faire de la protection de la planète, protection de la biodiversité. Donc, on encourage nos 6 000 collaborateurs à travers nos 24 pays à œuvrer pour autre chose que le nombril de Colas Rail, parce qu'on est persuadé qu'on gagne du sens dans notre travail à aussi travailler pour une société plus large que la société Colas Rail, Colas ou Bouygues. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. C'est du vrai bonbon, là, je t'écoute et puis je me dis, en fait, vous devriez commencer à donner. Est-ce que vous en faites des ateliers pour apprendre aux autres structures comment vous fonctionnez pour qu'ils puissent voir, en fait, la pertinence de le faire, l'impact de le faire, la positivité, aussi bien en termes d'engagement, en termes d'engagement client, engagement employé et retour sur investissement, parce qu'il y en a. Mais on a commencé à le faire vers 2021. On a notamment un salon qui devient très célèbre, qui s'appelle Carbon Fighter chez Colas Rail, où on a réuni nos principaux fournisseurs de Colas Rail à travers le monde et où on a travaillé avec eux justement pour qu'ils développent ces modèles très vertueux de éco-responsabilité, donc à la fois un impact carbone, d'où le nom de Carbon Fighter, mais aussi l'échelle responsable qui serait notamment de recourir à des personnes éloignées de l'emploi, des personnes démunies dans certaines situations de précarité. Donc ça, c'est le salon Carbon Fighter. Et aujourd'hui, à l'échelle de Bouygues, ce schéma du salon Carbon Fighter, on l'apprend aux autres filiales de Bouygues. Donc, par exemple, chez Bouygues, on a une société de médias qui s'appelle TF1, où on est à disposition du groupe TF1 pour leur montrer comment on a fait avec ses fournisseurs pour qu'ils développent la même chose. On l'a fait chez Bouygues Immobilier, on l'a fait chez Bouygues Construction, on pourrait le faire chez Bouygues Télécom. Donc ça, c'est voilà, décrire comment on peut amener avec nous vers ces modèles plus vertueux. Après, on le fait à l'intérieur aussi de ce qu'on appelle en France l'économie sociale et solidaire. Donc, on participe sous forme plutôt de mécénat de compétences, pas forcément de mécénat financier, parce que nos finances ne nous permettent pas d'aider des centaines d'associations. Donc, on fait plutôt du mécénat de compétences où on va être intégré dans des structures associatives, comme par exemple REC Innovation ou ESS Factory en France, où on va aider des associations, entreprises qui sont liées à ce secteur de l'économie sociale et solidaire, à monter leurs associations, à trouver des partenariats qui peuvent être des partenariats financiers ou aussi des partenariats de compétences pour que, compte tenu de leur vocation, ces sociétés, ces associations prospère. Parce qu'on est persuadé que si nous accompagnons l'emploi en France, si nous accompagnons l'emploi dans les différents pays dans lesquels nous occupons, on aura une société avec un grand S plus épanouie à l'échelle mondiale et qui fera notamment face à des réfugiés aussi climatiques, puisqu'on s'aperçoit avec les changements climatiques qu'on va très certainement avoir des migrations sans précédent. Et donc, on essaye à notre modeste mesure de configurer dans certaines villes des associations, des services qui permettront de mieux accueillir ces personnes-là qui fuiront la misère ou la sécheresse. Et chaque pays, on n'aura probablement pas d'autre choix que, compte tenu des flux, d'accueillir des milliers de gens. Et donc, il faut s'y préparer dès maintenant pour essayer de trouver des concepts qui marchent afin d'être moteur sur ces fameux réfugiés climatiques qui devraient arriver en Europe ou sur d'autres continents. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut arrêter d'être centré sur son nombril, aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu, en fait, pour voir la société en général. Donc, il faut voir le macro, le plus grand, plutôt que de rester centré sur soi-même et être dans le micro. J'aimerais qu'on parle un peu de toi, parce que toi, en tant qu'individu, Émeric, je dirais que tu es une icône, mais tu as un engagement et un enthousiasme qui, à mon avis, devrait dépasser les frontières de la France.
Tu es dans plein d'activités, tu as plein d'engagements, tu es dans tellement de choses. Parle-moi un peu des activités que tu fais, des engagements que tu as, etc. Alors, j'ai bien évidemment l'engagement chez Colasrail dans ces 24 pays à Oui. essayer de dynamiser la stratégie RSE qui est très large parce qu'il y a de l'éthique, il y a du carbone, il y a de la santé, de la sécurité, il y a des achats responsables. Donc, c'est déjà, voilà, ça m'occupe déjà bien ma journée qui est à peu près 7h30, 18h quasiment non-stop. Donc, ça, c'est mon engagement chez Colasrail. Après, ben, j'ai d'autres engagements puisque je dirige un mouvement humanitaire qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle On craint des gains où là, effectivement, on organise tous les jours des opérations humanitaires avec nos 297 bénévoles à l'heure actuelle. Donc, ça fait un an que ce mouvement est créé. Où, voilà, et c'est pour ça aussi, Julie, que tu nous as repéré, Ouais. où on organise principalement à travers la France, mais on a aussi de temps en temps des actions à l'international, des mouvements sur ce réseau social qui est LinkedIn pour aider des personnes à faire face à des discriminations, aider des personnes à avoir un toit, aider des personnes à avoir de la nourriture parce que malheureusement, ils n'ont pas accès à suffisamment de nourriture par rapport aux quartiers populaires dans lesquels ils vivent et parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent compte tenu de leurs emplois ou de n'est pas. Donc ce mouvement-là, effectivement, ça nécessite beaucoup d'enthousiasme parce que sans arrêt travailler sur des personnes qui vivent finalement dans la misère. Tous les jours, malheureusement, j'ai des messages qui me sont adressés en me disant à l'aide, Émeric, est-ce que tu pourrais nous aider avec ton réseau parce qu'on souffre de malnutrition, parce qu'on souffre de discrimination. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir 297 bénévoles avec moi mais, qui m'aident à œuvrer à travers le monde pour construire un monde un peu plus juste et lutter contre différentes formes de précarité. Donc c'est pas une association, ça nécessite pas d'adhésion, c'est un mouvement voilà, humaniste et qui fait des actions grâce à LinkedIn pour lutter contre différentes formes de discrimination. Et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est une personne à la fois, oui, mais on voit l'action qu'on pose, on voit l'action que tu es en train de poser. Bon, c'est sûr qu'on ne dit pas que les grandes organisations ne devraient pas exister, mais je trouve ça beaucoup plus proche, en fait, de l'individu, de le faire une personne à la fois, une action à la fois. Total. Alors, on en discutait hier avec le groupe Massif. Par chance, le groupe Massif a décidé de sponsoriser mon mouvement on craint des gains. Et justement, le groupe Massif me disait, mais nous, on ne peut que sponsoriser du collectif. Mais c'est vrai qu'avec on craint des gains, c'est différent, puisqu'on a l'impression que finalement, c'est que chaque personne compte pour toi et pour ton mouvement. Et d'un petit rien, en quelques secondes, tu trouves des emplois aux gens, tu trouves des stages, des alternances, et du coup, ils sont en train de réfléchir, et ils avaient déjà cette réflexion un petit peu en amont, à justement œuvrer aussi parfois pour de l'individu et non pas que des associations de collectifs. Donc, prochainement, ça sera certainement annoncé qu'ils ont une sorte de plateforme digitale qui s'appelle Diffuse dans le groupe Massif en France, qui est un groupe d'assurance mutuelle. Ils vont très certainement aussi faire des actions pour de l'individu parce que effectivement aujourd'hui on a besoin d'avoir des exemples et c'est parfois plus concret de dire ben voilà, j'ai aidé Pierre, j'ai aidé Jacques, j'ai aidé Mohamed, j'ai aidé Nadia. Voilà, c'est plus cartésien parce qu'on voit la personne qu'on a aidée, on voit son sourire et du Exactement. coup les gens s'inscrivent dans cette démarche et c'est pour ça que c'est très potache en craint des gains, c'est pour ça que j'utilise effectivement beaucoup d'humour dans ce mouvement humanitaire, mais ça nous a permis effectivement de créer une communauté où, avec une forme d'humour, on lutte contre les discriminations. Et que j'aime tellement l'idée que j'y pense là, pour ici. En tout cas, je t'appellerai après pour qu'on en parle, mais je trouve ça, je te vois sur les réseaux sociaux, écoute, chaque post que tu mets en ligne, qu'il soit perso, qu'il soit d'entreprise, ça donne envie de le lire. Ça donne Bah, envie tant de le mieux. lire. Ouais, vraiment, totalement.
Et pourtant, ça me prend 3 minutes par poste. Hein. Les gens pensent que je passe ma vie, mais non, pas du tout. En fait, ça vient tout de suite. Ça vient tout de suite. J'écris mes posts en 2-3 minutes. C'est des photos souvent que j'ai fait lors de vacances en famille. Donc, je ne prends pas des photos pour pouvoir faire un post LinkedIn dans le moment. Pas du tout. C'est des choses que j'ai dans mon smartphone et je me dis peut-être qu'un jour ça me servira. Et effectivement, et à chaque fois, voilà, je recherche. Hein, mais c'est très rapide. Ça me prend pas du tout du temps. Après, ce qui est long, c'est effectivement agir avec ma communauté Ouais. ou en fonction des situations, se dire mais qui pourrait être amené à aider cette association-là, cette entreprise-là. Ça nécessite que je me remémore ma vie professionnelle et ma vie au sein de mouvements humanitaires depuis 20 ans et de me Mhm. dire bah tiens qui a cette valeur-là et qui pourrait m'aider et la chance que j'ai voilà c'est que comme j'aime les gens je retiens les gens que j'ai croisés et Oui. qui m'ont marqué. Quand je les tag, il y a un ratio de réussite qui est extraordinaire. En quelques secondes, on trouve des emplois pour Ouais. les gens qui pourtant parfois galérer depuis plusieurs mois. Ouais. Et voilà, du coup, je continue. Forcément, je me dis, moi, quelques secondes de mon emploi du temps peut reconfigurer une vie. Donc, forcément, je consacre ces secondes et j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide beaucoup pour consacrer ce temps-là aux autres et ça, c'est super agréable. Voilà, je les remercie. Tu es fascinant, c'est fascinant, mais c'est la fin de notre podcast aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut on peut te contacter, rentrer en contact avec toi? Parle aussi, comment on rentre en contact avec ton organisme humanitaire? Le mieux, c'est de m'envoyer un message privé sur LinkedIn. Hein. De toute façon, On craint des gains est basé sur LinkedIn. Hein. C'est comme ça qu'on a eu cette force. C'est grâce au réseau LinkedIn. Donc, il suffit voilà, d'aller sur Emeric Guégan via LinkedIn et de me dire ben voilà, comment on fait pour intégrer On craint des gains. C'est tout simple. Hein. Il Ouais. suffit de cliquer sur hashtag On craint des gains et de mettre suivi et la personne sera notifiée des actions qu'on fait sur On craint des gains et s'il a envie d'y participer, pourra taguer un ami qui connaît un ami qui connaît un ami et qui peut-être changera la vie d'une personne. Fascinant. Écoute, merci beaucoup, Émeric, pour cette entrevue aujourd'hui. J'ai beaucoup adoré. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Émeric, n'hésitez pas à suivre On craint des gains. Ça s'appelle On craint des gains, Oui, oui, exactement. tout à fait. Ça veut dire on ne craint personne, en fait. Ah, bon, merci pour l'explication. Alors, on vous invite à nous suivre encore dans 2 semaines pour un autre épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Julie. Au Merci. revoir.